Sur l'émergence des informations, la mise en place de ces dispositifs régulatoires à la fois au niveau français et européen, pour terminer enfin en discutant justement la pertinence et la manière dont ces dispositifs ont été mis en place au fil depuis les années 2015 pardon, jusqu'à très récemment, en 2020-2025 plutôt. Donc je commence rapidement par la question française ici, puisque quelque part la France a été à la fois pionnière dans l'apparition, dans le débat public de la question de la désinformation et des théories du complot, comme en même temps qu'elle a été pionnière, on le verra tout à l'heure, dans la mise en place de dispositifs éducatifs, institutionnels et législatifs pour tenter d'y apporter des réponses. Et il y a vraiment deux événements qui sont à l'origine de cette apparition dans le débat public de la notion de théorie du complot, de désinformation. On ne parle pas encore de fake news en 2015, mais rapidement, en 2016, ça devient le mot un petit peu un mot à la mode. Alors bien sûr, il y avait eu 2001, le 11 septembre, mais c'est véritablement l'affaire Dieudonné en 2014 et l'attentat de Charlie Hebdo début 2015 qui vont vraiment populariser ces thématiques et en tout cas en faire des enjeux de débat public relativement présents. L'affaire Dieudonné, rapidement, pour ceux qui ne se souviennent pas, parce que ça commence à remonter maintenant, c'est il y a plus de 10 ans. Dieudonné, un humoriste bien connu, qui est très très populaire à l'époque, début des années 2000, notamment fin des années 90, il joue un spectacle avec son comparse Elie Semoun. Dieudonné commence une trajectoire quelque part de marginalisation et de radicalisation au début des années 2000, d'abord par un sketch dans une émission de télé où il compare les colons israéliens avec des nazis, puis une sorte de fuite en avant dans toujours plus de provocations avec des sketchs de plus en plus douteux, on va dire, où la question du judaïsme, d'Israël, de l'antisémitisme est de plus en plus présente, et qui culmine une première fois en 2009-2010 avec un spectacle qui s'appelle Marmoud, où il fait l'apologie du régime iranien, où le spectacle est quasiment entièrement tourné vers une forme de mise en scène, de spectacularisation du négationnisme comme une idée tout à fait banale et valide, et également avec un film qui s'appelle L'Antisémite avec Alain Soral, politiste, pardon, pas politiste, polémiste d'extrême droite, multi-condamné, antisémite, homophobe, antiféministe, enfin bref, toutes les qualités, et le négationniste Robert Forisson, ancien professeur d'université, connu pour ses travaux qui consistent à nier l'existence du massacre organisé des Juifs européens et notamment des chambres à gaz homicides. Dans la même veine, il y a cette chanson un peu particulièrement assez malaisante, ou en tout cas obscène, qui s'appelle Show Ananas, où Dieudonné se moque des déportés, etc. Et il est condamné de multiples fois pour ses dérapages, à la fois contre les juifs, contre les homosexuels, etc. Donc en janvier 2014, le Premier ministre de l'époque, hein, ministre de l'Intérieur puis Premier ministre Manuel Valls, veut tenter de faire interdire les spectacles de Dieudonné, le faire taire, et tout cela se joue alors au-delà même des propos tout à fait problématiques tenus par Dieudonné, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, ça se joue aussi dans une sorte de repositionnement des acteurs au sein du Parti socialiste, et c'est important de dire ça ici parce que c'est pas simplement pour avoir une sorte de petites coulisses un peu de la politique ou de petits trucs d'initiés ou d'insiders, c'est parce que cette question du petit homme du Parti socialiste en 2014-2015, ce positionnement, il va aussi donner la voie, ouvrir la voie à cette expertise médiatique qui va être construite par des experts proches du PS, proches du Parti socialiste et proches de Manuel Valls et de ce courant qu'on appelle le printemps républicain. Donc c'est très important de garder ça en tête. Il y a une configuration ici qui fait qu'à un moment donné, vous avez des acteurs particuliers qui vont émerger en raison même de leur proximité avec le Parti socialiste et notamment Manuel Valls au sein du Parti socialiste. Donc Valls, en 2014, il peut apparaître comme quelqu'un qui est un homme d'ordre. Déjà, le quinquennat Hollande est relativement empêtré dans des difficultés économiques, sociales, etc. Euh, et lui-même, Valls veut apparaître comme quelqu'un d'ordre, qui veut faire taire la dissidence, qui veut faire taire cette espèce de clown pas drôle et antisémite qu'a dû donner. Et il se repositionne également pour des raisons, pour le coup, personnelles et même, on pourrait dire, quasiment familiales, pas que quasiment, vraiment familiales, autour de la question israélo-palestinienne en développant une position qui est beaucoup plus proche des intérêts israéliens, alors que lui-même avait été, dans les années 90, début des années 2000, un défenseur de la cause palestinienne. Et surtout, il y a la volonté de se distinguer aussi, d'être dans une ligne de fermeté au sein du Parti socialiste, en vue de l'élection de 2017 qui se prépare à ce moment-là. Donc il y a vraiment la volonté d'interdire les spectacles de Dieudonné, ça se passe de façon assez violente, spectaculaire, la police intervient, on a des images, et début janvier 2015,
finalement, qu'il se passe quelque chose de tout à fait contre-productif, hein, comme on le voit, eh bien, l'intérêt pour du donné qui était relativement faible depuis plusieurs années déjà, devient extrêmement présent le jour de l'interdiction du spectacle, où tout l'appareil médiatique est convoqué à Nantes pour montrer comment la police va empêcher le clown antisémite de monter sur scène. Donc on voit véritablement une explosion dans ces jours qui suivent cette intervention de la police, cette intervention de Manuel Valls, de la recherche pour du donné et de façon assez amusante, un an après, quand les médias vont de nouveau évoquer l'affaire Dieudonné, cette espèce de tentative de faire interdire, là où également on aura un pic de recherche hein, également pour Dieudonné sur Google Trends. Donc on voit vraiment ici déjà, premier truc à constater, c'est que la politisation, l'intervention politique, l'intervention médiatique va donner une visibilité à ce qui était jusque-là relativement invisible, en tout cas pour le grand public. L'attentat de Charlie Hebdo en 2015 participe de cette même type de logique et les théories du complot vont être vraiment exploser. On voit que directement après l'attentat, hein, le nombre d'arguments en faveur des théories du complot va largement exploser après la médiatisation de cet élément terrible. Les occurrences des termes complotistes et théories du complot vont exploser dans l'espace médiatique avec presque un doublement depuis 2010 dans le monde, je vous montrerai le graphique après, et une hausse des recherches sur le web pour tous ces types d'expressions, de syntagmes, voilà, de formules. Complotisme, conspirationnisme, théorie du complot, désinformation, fake news en 2016, etc. Entre le 7 janvier et le 1er février 2015, il y a plus d'une centaine d'articles qui paraissent dans les principaux quotidiens nationaux pour expliquer pourquoi une partie de la population ne se sent pas Charlie, et elle ne se sent pas Charlie parce que, nous disent à la fois la ministre Vallaud-Belkacem et le président Hollande, il serait pour eux aux théories du complot. L'expression théorie du complot, la formule au sens premier du terme, devient une sorte de variable suffisante et autosuffisante pour expliquer à elle seule le fait qu'un certain nombre de personnes dans l'espace public ne seraient pas Charlie en raison justement d'une forme d'antisémitisme, hein, puisque immédiatement le lien est fait par Hollande entre théorie du complot et antisémitisme. Et je vous le dis, donc à ce moment-là, je vous le disais il y a quelques instants, si l'expression fait florès, il faut l'expliquer. Et pour l'expliquer, eh bien, apparaît une sorte d'expertise médiatique quasiment autogénérée autour des croyances conspirationnistes, et notamment un certain nombre d'acteurs, je vous le disais tout à l'heure, qui sont relativement proches du Parti socialiste, de la Fondation Jean Jaurès et de ce qu'on appelle le printemps républicain. Alors là, on peut penser par exemple à l'émergence d'un blog internet hein, qui s'appelle Conspiracy Watch et de ses animateurs qui vont devenir, par proximité politique, idéologique, personnelle, les experts du service public, une sorte de notabilisation qui se poursuit encore aujourd'hui va se mettre en place. Si vous êtes à la télé, c'est que vous êtes légitime pour en parler. Donc si vous êtes légitime pour en parler, on continue de vous inviter. Cette espèce de loi des médias qui est valable dans plein de domaines, hein, de circulation circulaire de l'expertise. On vous invite, donc vous êtes légitime. Si vous êtes légitime, on vous invite. Et donc il y a une sorte d'inflation comme ça qui fait que un certain nombre de personnalités vont émerger dans l'espace public. Immédiatement, une sorte de cadrage s'opère autour de qui seraient les complotistes, qui ne seraient pas Charlie, qui seraient finalement les mauvais citoyens, ceux qui n'adhèrent pas à nos valeurs démocratiques, ceux qui refusent quasiment, je veux dire, la parole officielle de la République, je suis Charlie. Eh bien, cette parole, ce cadrage va se faire autour de prénotions tout à fait évidentes, hein, par justement ceux qui portent cette expertise. Qui sont-ils? Des hommes blancs, parisiens, diplômés, voilà, souvent parfois âgés au niveau des journalistes, et cetera. Donc le cadrage s'opère. Qui est-ce qui croit aux théories du complot? Ben, c'est évidemment pas nous, c'est les autres, c'est le miroir, c'est donc des jeunes, et pas n'importe quel jeune, des jeunes des catégories populaires, des jeunes faiblement dotés en capital culturel, des descendants d'immigrés, des musulmans, et qui seraient tous influencés par Internet. Ça serait Internet hein, qui serait la seule et unique cause de cette propagation des théories du complot, comme si dans l'histoire, le théorie du complot n'avait pas préexisté à Internet. Donc je vous disais, vous voyez, hein, depuis 2015-2010, hein, une explosion du nombre de recherches, on avait fait le graphique hein, pour l'expression théorie du complot dans le monde, pardon, d'utilisation par le journal de référence de cette expression théorie du complot au singulier ou au pluriel, hein, et que donc voilà, donc ça devient une sorte de marronnier médiatique, ou en tout cas oui, de pis-aller médiatique hein, qui va être utilisé à chaque fois pour expliquer quelque chose. Typiquement, pendant très longtemps, on va vous dire qu'un groupuscule d'extrême droite a fait ça, je sais pas, et maintenant c'est devenu un groupuscule d'extrême droite conspirationniste, hein, comme s'il fallait absolument rajouter conspirationniste, parce que ça rajouterait une sorte de degré de gravité supérieure, ou en tout cas une qualification qui serait supplémentaire, comme si la première ne suffisait pas. Donc je vous disais, pareil, donc intérêt aussi pour la population,
à des moments particuliers, puisque les recherches sur ces termes, théorie du complot, conspirationnisme, complotisme, théorie du complot au singulier, est relativement corrélée à des événements médiatisés. L'attentat de Charlie Hebdo, l'élection de Donald Trump, la première élection de Jair Bolsonaro, la fusillade d'El Paso, la Covid-19 évidemment, et l'invasion russe en Ukraine. Donc de façon intéressante également, peut-être à noter, mais là ce serait plus pour les linguistes que ça serait intéressant que pour mon propos ici, c'est que l'expression théorie du complot au singulier, donc très essentialisante, est celle qui va faire le plus florès, hein, j'allais dire, dans l'espace public, celle qui va être, entre guillemets, naturalisée, formulisée au sens de Crick-Planck, hein, c'est-à-dire que voilà quelque chose qui est relativement dépolitisant, qu'on n'a pas besoin de définir, on sait de quoi on parle, ça fait consensus, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Donc ça c'est aussi important, la théorie du complot comme variable d'explication et d'explicabilité, je le disais tout à l'heure. Donc l'expertise médiatique, hein, je le disais, qui va chercher à stigmatiser une partie de la population, et notamment on le voit ici dans le journal de 13 heures du 12 janvier 2015, donc quelques jours seulement après les attentats, on voit que l'appareil médiatique va lui-même se mettre en place une sorte de discours de délégitimation et quasiment voilà, de pathologisation, hein, de ceux qui ne seraient pas Charlie, et ça va avoir des conséquences assez graves, hein. On se rappelle début janvier 2015, pardon, un gamin de 8 ans qui dit une bêtise dans une classe d'école, ouais, je suis pas Charlie, ils l'ont bien fait, va finir au commissariat parce que le directeur de son école va trouver tout à fait opportun d'emmener un gamin de 8 ans chez les flics en garde à vue. C'est assez hallucinant. Bref, donc dans les médias également, on retrouve ce On type parle de beaucoup narratif. depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Ah non, Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Donc on voit ici avec ce terme, hein, qui est quand même assez fort, il faut les traiter. Alors traiter, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut soigner les gens parce qu'ils auraient une maladie particulière, une maladie qui serait le complotisme, mais également dans le même temps, là c'est un peu les travaux de Clara Bordier ici qui sont intéressants, qui montrent qu'il y a une sorte de pathologisation et d'usage et de surusage en fait, et de recours à un vocabulaire médicalisant. Épidémie, de complot, cancer, métastase, maladie, etc. Donc tout un tas de mots qui sont très impropres finalement aux sciences sociales, mais qui vont servir de forme de métaphore pour montrer qu'il y aurait une sorte de maladie au sein du corps social et qu'une partie du corps social devrait être lui-même, encore une fois, traité, médiqué, je ne sais pas, moi, éventuellement vacciné contre la théorie du complot, tout ce qu'on veut. Et cette partie du corps social, hein, je le disais tout à l'heure, c'est évidemment les jeunes des classes populaires qui vont être stigmatisés. Et là, on le voit vraiment à deux fois, de façon tout à fait nette, précise et claire, dans deux numéros d'envoyé spécial, hein, qui sont diffusés fin janvier 2015 et début janvier 2016, où c'est véritablement les jeunes, c'est carrément écrit directement, Charlie Hebdo, ces jeunes qui soutiennent la théorie du complot, encore une fois, avec forme d'essentialisation. Et là, c'est open bar. On filme des gamins dans les vestiaires de foot, en banlieue, on les floute un peu, mais on essaie de montrer que c'est parce qu'ils sont sur leur smartphone, que c'est YouTube, qui sont un peu bêtes, qui sont pas éduqués, que voilà, enfin bref, tous les clichés les plus nauséabonds. En Europe, maintenant, cette question de la désinformation comme dérèglement informationnel global, elle apparaît à peu près au même moment, en 2016, hein, 2015-2016 également, avec d'abord plusieurs événements sur lesquels je passe rapidement, puisque c'est pas ce qui m'intéresse ici de façon prioritaires qui vont braquer l'attention des pouvoirs publics, des instances européennes, des professionnels des médias et des publics sur la désinformation comme une sorte de signe manifeste d'un dérèglement informel global et généralisé qui ferait peser une sorte de danger sur la démocratie. C'est évidemment l'explication qui est donnée sur la désinformation lors du référendum de juin 2016, pardon, sur le Brexit, où la victoire du retrait ou de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne est interprétée comme le fait du discours populiste et de la désinformation qu'il charrierait. La désinformation expliquerait quasiment à elle seule le fait que les Britanniques aient voulu quitter l'Union européenne. Idem en 2016, je reviendrai sur 2016 tout à l'heure, à la fin de mon propos, sur la campagne présidentielle de Donald Trump, où l'expression fake news devient le mot de l'année du Oxford Dictionary,
post-truth en 2016, et ce seraient ces fake news qui auraient été propagées contre Hillary Clinton, notamment contre les démocrates, le Pizzagate, tout ça, en tout cas qui auraient favorisé le discours de Trump, et cette désinformation massive aurait expliqué à la fois la défaite d'Hillary Clinton et la potentialité de la victoire de Donald Trump. Évidemment, là encore, aucune mise en contexte n'est faite, hein. Comment ça se fait? Une sorte... Pardon. Ah, excusez-moi, laisse passer les pompiers. Une sorte de ras-le-bol de la politique démocrate, le fait qu'Hillary Clinton est une très mauvaise candidate, le fait qu'une partie de la population américaine soit largement sensible à ce type de théorie du complot, que le conspirationnisme fasse partie de l'écosystème acceptable socialement aux États-Unis, tout ça évidemment à évacuer au profit de dire que c'est simplement de façon conjoncturelle la désinformation. Idem, hein, l'élection de Jair Bolsonaro en 2018 est présentée comme le résultat d'un ciblage, un micro-ciblage extrêmement efficace de publicité à caractère politique via des groupes WhatsApp. Encore une fois, pareil ici, tout le contexte de corruption généralisée, notamment du Parti des travailleurs à l'époque, de la misère sociale au Brésil, la misère économique, les fléaux de la drogue qui avaient proliféré pendant les présidentielles, les mandats précédents, sont totalement évacués au motif que, bah non, finalement, ce sont des électeurs irrationnels qui auraient voté pour Bolsonaro parce qu'ils auraient été manipulés. Pareil, hein, donc je passe un petit peu ici sur la question de la pandémie. Vous savez que la réapparition du terme infodémie a été extrêmement, extrêmement puissante pour expliquer ce double phénomène. Ici, encore une fois, avec un vocabulaire médical, la maladie de la désinformation qui toucherait l'ensemble de la population, qui induirait des comportements anti-vax, qui induirait des comportements tout à fait irrationnels. On aura l'occasion d'y revenir encore une fois. Et donc, pareil, hein, l'invasion de la Russie en Ukraine en 2022 fait que pour l'Union européenne, la désinformation est perçue comme un risque systémique majeur pour l'espace démocratique européen et qui va présider, alors vous le savez, d'abord à la suppression des chaînes de télévision russes Sputnik et RT, RT France, RT UK, RT Espagne, etc. sur le territoire de l'Union au motif que ces chaînes participeraient d'une sorte de désinformation massive auprès des citoyens et qui leur permettrait, qui leur conduirait à avoir une perception tout à fait fausse de ce qui se passe sur le théâtre ukrainien. Donc voilà ici encore un pareil pour ces autres termes, un fake news, désinformation, un fox, fausse nouvelle, fausse information, eh bien on voit que l'intérêt des publics pour ces questions-là est largement corrélé aux événements qui font l'objet d'une médiatisation particulière. Pareil ici pour fake news et infodémie, hein, les pics sont les mêmes. Alors, face à cette situation présentée comme extrêmement, extrêmement dramatique, massive, inédite, à même de menacer l'existence des régimes démocratiques, évidemment, les pouvoirs publics ne restent pas sans rien faire, et ils vont mettre en place différents types de dispositifs pour y faire face, des dispositifs régulatoires de différents types, hein, notamment législatifs, notamment institutionnels et aussi éducatifs. Commençons par le cas de la France, hein, où on retrouve rapidement la mise en place de tout un tas de dispositifs, hein, donc dès 2015, dès 2016. Et c'est d'abord des réponses éducatives qui vont être mises en place par les pouvoirs publics, avec une première journée d'études organisée par le ministère de l'Éducation nationale et l'Assemblée nationale, intitulée Réagir face aux théories du complot, à destination des enseignants et des élèves du secondaire, qui sont évidemment, encore une fois, censés être, ou en tout cas présentés et perçus comme les plus perméables, parce que non armés intellectuellement, sur la base d'un modèle connu en sciences sociales, sous le nom de modèle déficitaire ou modèle du déficit, dont l'efficacité s'est révélée, alors bien avant la question du conspirationnisme, tout à fait discutable et discutée. On y reviendra tout à l'heure sur les difficultés qui sont, enfin, ou les problèmes que soulèvent les modèles explicatifs qui ont été avancés à cette époque-là, notamment le modèle de la seringue hypodermique, hein, exposition égale adhésion, déficit de connaissances, déficit de littératie, déficit de numératie, rendrait les gens plus crédibles et plus perméables. On verra que c'est plus complexe que ça. Dans la foulée de cette journée qui réunit les fameux experts médiatiques et académiques qui se structurent en 2015-2016, on peut dire Reichstadt, Gérald Bronner, Pierre-André Taguieff, etc., va déboucher, donc cette journée va déboucher sur le lancement de cette page. On te manipule par le ministère de l'Intérieur ainsi que de nombreuses initiatives locales avec comme j'allais dire, dispositif majeur ou fer de lance, ce magnifique détecteur de théorie du complot où la prémisse étant que les jeunes ne croient pas ce que on leur dit à la télé, ce que leur disent les élites, ce que leur disent les enseignants, ce que leur disent les journalistes,
et qui finit à la fin par si en fait vous avez fait toute votre petite checklist pour voir si c'est pas une théorie du complot ou si c'est pas un complot avéré, eh bien la boucle discursive et ici intéressante, c'est référez-vous aux travaux des universitaires, des chercheurs, des journalistes. Vous ne les croyez pas, mais faites leur confiance à la fin. Donc on voit un peu le caractère tout à fait circulaire et inopérant de ce type de dispositif mis en place. On ne sait pas par qui, il n'y a aucune approche didactique, il n'y a aucune approche scientifique, il n'y a aucune approche, j'allais dire, compréhensive, de savoir le sens que les populations vont donner aux théories du complot, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que ça dit pour eux? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est tout un tas de, de- d'usages sociaux et de pratiques différentes qui ont été mis en avant par la recherche et notamment les travaux de Sybille Rouillet? Eh bien là, non, simplement les jeunes crédules, ils y croient, donc il faut leur expliquer comment bien penser. Et ça, c'est très important à comprendre que ça va être au cœur de ces réponses dites éducatives, c'est comment bien penser. En 2016 encore, hein, donc les théories du complot et la désinformation deviennent les objets essentiels de l'éducation aux médias d'information, en lien avec la notion d'esprit critique, elle-même tout à fait non définie et complètement parfois travestie en étant défendue comme étant non pas un esprit de critique qui serait critiquer les institutions, qui serait une forme de critique sociale légitime, mais non bien plutôt on explique que le bon esprit critique, c'est de faire confiance aux institutions, aux bonnes sources, quelque chose de très top-down, vous savez, très scientiste en fait, très positiviste. Donc c'est assez flagrant quand on regarde le matériel pédagogique qui est proposé par Canopé, Clémy, Eduxcode, etc. On est vraiment dans un dispositif très top-down. Toujours en 2016, donc vous voyez qu'en 2016, ils mettent le paquet, hein. On a une réorientation du dispositif promeneur du web qui a été mis en place par la Caisse d'allocation familiale, donc à destination des personnes en recherche d'emploi essentiellement, en tout cas qui sont très éloignés de l'emploi, puisque si vous êtes à la CAF, vous êtes déjà vrai ça, vous n'êtes même plus chez Pôle emploi, comme on disait à l'époque, France Travail aujourd'hui. Eh bien, ce dispositif de promeneur du web, qui à la base devait donner des clés, des outils aux personnes relativement vulnérables, en tout cas éloignées du marché de l'emploi, pour réaliser des CV, pour faire des recherches en ligne d'offres d'emploi, pour pouvoir, pareil, réaliser les demandes d'aide sociale correctement, etc. Eh bien, comme on a affaire à des gens peu éduqués, souvent très pauvres également, malheureusement, en tout cas en difficulté économique, on se dit que ces gens-là vraiment devraient être très perméables aux théories du complot. Donc Promeneur du web est devenu une sorte d'apprentissage à comment bien s'informer sur le web parce que évidemment on est passé d'une forme de mépris de classe tout à fait intéressant. On a une évolution sociotechnique du mépris de classe. Dans les années 2000, je le dis un peu vulgairement, excusez-moi, mais c'était salauds de pauvres qui s'achètent des écrans plats pour garder de la télé-réalité. Ah là, c'est salauds de pauvres qui claquent leur RSA à s'acheter des smartphones pour regarder des vidéos conspi sur YouTube, quoi. C'était vraiment ça la vision qui était mobilisée à l'époque. Donc c'est assez incroyable. En 2001, on a le rapport Éduquer à l'esprit critique pour le CESEN, Conseil supérieur de l'éducation nationale, qui, pareil, est dans une forme tout à fait top-down, de rappeler ce que c'est que la pyramide des preuves, qu'est-ce qu'une bonne source, les journalistes, les psychologues, etc., qui veulent expliquer que finalement l'État, les pouvoirs publics, donc une approche tout à fait top-down, scientiste, de rappel à l'ordre finalement, hein, qui est tout à fait évidente, hein, avec également en 2023 le décrétement, il a été décrété plutôt, pardon, excusez-moi, que l'EMI serait l'enseignement, en tout cas le fait majeur des établissements français à l'étranger, avec pareil encore cette espèce de ciblage sur les jeunes, sur les ados, qui seraient à la fois victimes des dangereux manipulateurs, des fameux gourous du web, avec toute la fantasmagorie qui entoure à la fois sur la question du complotisme, mais aussi sur la radicalisation, notamment la radicalisation islamiste, mais aussi en même temps coupable de s'adonner à des pensées coupables, hein, justement, des pensées qui seraient de fausses pensées, notamment parce qu'ils seraient sensibles à des théories alternatives remettant en cause l'espace démocratique. Donc la régulation législative en France, elle n'est pas nouvelle, on le voit. La première loi qui va interdire ce qu'on pourrait considérer au sens large la désinformation, en tout cas la diffamation, la calomnie, elle date de 1849 et elle réprime la publication ou reproduction faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque ces nouvelles pièces seront de nature à troubler l'espace public ou la paix publique, comme on disait à l'époque. Donc vous voyez, on a déjà quelque chose qui est tout à fait modélisé dès le milieu du 19e siècle, hein.
Donc on n'a pas besoin d'attendre les années 2018 et l'inflation législative qui va voir, la plus connue étant des dispositions ou des normes législatives, la loi de 1880 sur la liberté de la presse, celle qui instaure le délit de presse, qui en fait un tribunal spécial, hein, une chambre spécialisée, vous le savez, qui va punir les délits de presse. Et qu'est-ce qui est le puni, le délit de presse? Qu'est-ce que caractérise le délit de presse? C'est la publication, la diffusion, la reproduction par quelque moyen que ce soit. Donc, à l'époque, évidemment, essentiellement la presse écrite, mais ce quelques moyens est largement interprétable et a été interprété en de multiples occasions par la Cour, comme la radio, la télévision, voire le web, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura trouvé l'ordre public ou aurait été susceptible de troubler. C'est cette loi également qui prévoit quelque chose de très très important dans le droit de la presse, qui est la notion de responsabilité juridique du directeur de la publication. L'éditeur est responsable, le directeur de la publication est responsable personnellement de ce qui est publié dans l'espace qu'il est censé gérer, qu'il est censé réguler, qu'il est censé modérer. Ce qui fait que, par exemple, sur un site internet, si vous écrivez des choses folles, c'est peut-être pas forcément vous personnellement qui allez être responsable, c'est la personne qui est le directeur de la publication de ce site ou de ce blog. Donc je passe, hein, sur la loi sur le code électoral qui interdit déjà dans les années 2000 de rapporter des propos calomnieux et faux dans le cadre des campagnes, des élections. Mais surtout, c'est après 2018, alors qu'on a cette loi de 1881 dont tout le monde pense qu'elle est tout à fait fonctionnelle, totalement applicable. Dans le cadre de cette effervescence médiatique, les politiques, et notamment la gauche, après avec Hollande d'abord, puis ensuite avec Macron, vont se dire que non, 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 il faut absolument, vu qu'on a un nouveau mot, un nouveau truc, puisque c'est très important, que c'est très dangereux, fake news, théorie du complot, il faut encore, comme comment dire, sorte d'inflation électorale, hein, vous savez, c'est un peu comme vous avez des faits divers, il faut faire une nouvelle loi sécuritaire parce que il y a eu des récidives, il y a eu des faits divers, donc il faut absolument faire une loi, ça fait bien, on a l'impression, en tout cas on donne à la population l'impression qu'on agit et qu'on fait des choses. Donc on a différentes lois qui sont mises en place, différents dispositifs législatifs qui vont venir finalement, quelque part, donner un peu de confusion par rapport à ce qui était clair, la loi de 1880, avec cette loi de 2018 contre la loi dite anti-fake news, hein, contre les allégations, imputations inexactes ou trompeuses de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir et diffusées de manière délibérée, artificielle et massive. C'est exactement la même chose que ce qui existait en 1881. La loi contre les contenus haineux sur le web, dite loi Avia, qui est largement censurée parce qu'elle est pleine de cavaliers législatifs et c'est tout à fait interdit. C'était des dispositifs qui n'avaient rien à voir avec la loi. Cette loi institue l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide du CSA puis de l'ARCOM. Enfin, vous avez la loi séparatisme de 2001 qui crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à vie privée, familiale ou professionnelle, et en tout particulier d'informations fausses, trompeuses et manipulatoires. Donc on est vraiment, encore une fois, ici dans une sorte de loi qui vient rajouter ce qui existe déjà. On ne comprend pas très bien quel est l'objectif réel, si ce n'est pour le ministre Darmanin à l'époque, de donner l'impression oui, d'agir en tout cas face à des groupes qui lui paraîtraient néfastes, ou en tout cas des individus qui lui paraîtraient, des propos qui lui paraîtraient contraires aux valeurs démocratiques. Donc, dispositifs, j'allais dit, et éducatifs, dispositifs légaux, et enfin des dispositifs institutionnels avec la réorientation en 2015 de la Miviludes. La Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et donc en 2015, on le demande de se tourner vers la question des théories du complot, de la radicalisation et de la désinformation, parce que ici, encore une fois, le conspirationnisme est assimilé à une sorte de dérive sectaire, avec ces fameux gourous du web dangereux qui seraient là pour manipuler, profiter d'âmes faibles, charitables, d'individus, je sais pas moi, en déshérence émotionnelle, affective, professionnelle, ou tout un tas d'autres raisons psychologiques qui sont convoquées pour expliquer l'adhésion des catégories populaires, encore une fois, ou prétendument telles, à la question des théories du complot. On verra que la question de l'adhésion des catégories populaires aux théories du complot, ça reste largement fantasmatique. En 2021 est créé Viginium, l'Observatoire du numérique, qui est chargé de repérer, en tout cas d'un point de vue technique et opérationnel, les opérations de manipulation et d'ingérence étrangère, ce qu'on appelle les FIMI, Foreign Interference and Manipulation of Information. Donc ça, c'est vraiment le rôle de ce service, hein, qui est simplement de contrer, en tout cas de repérer, d'identifier les menaces qui pourraient peser sur l'espace informationnel issu d'États tiers.
Le Conseil national du numérique est lui aussi sommé de travailler sur les fausses informations et les théories du complot en 2021 dans un rapport qui va sortir où eux aussi expliquent que mon Dieu, c'est très grave, on ne sait plus ce que c'est qu'une information fiable. Internet est devenu une forme de jungle totalement dérégulée où toutes les dingueries circulent le plus librement du monde. Alors pareil, ici on verra que on fera relativiser ça. Donc l'Observatoire de la haine en ligne est lancé en 2022. En 2022 également, vous avez le rapport de la commission Bronner sur les lumières à l'ère du numérique qui propose 30 recommandations basées essentiellement sur une approche de psychologie et une approche, j'allais dire, top-down du modèle déficitaire. C'est une approche très scientiste, très positiviste sur, à l'époque des Lumières, mon Dieu, tout allait bien. Les gens, il y avait une sorte d'espace épistémique stable où la raison dominait et où tout le monde et chacun qui s'exprimait dans l'espace public le faisait avec raison. À l'époque, je rappelle que l'espace public, c'est l'espace public bourgeois, c'est l'espace public des gens qui savent lire, c'est-à-dire pas grand monde. Donc on est dans une conception très aristocratique ici qui est réaffirmée sans embâche dans le cadre de dans ce rapport totalement critiquable. Donc en 2023, je m'arrêterai là parce qu'il y a encore des trucs depuis, mais ça sert à rien d'empiler les dispositifs comme les pouvoirs publics. Nous assistons enfin, donc pour boucler la boucle, hein, avec ce que je disais sur la Mivilude, aux assises des dérives sectaires et du complotisme, hein, autour des questions liées aux médecines alternatives, aux spiritualités et théorie du complot, organisées à l'époque par la secrétaire d'État Sonia Abbakès, qui avait, dans une émission de télé, proposé de rééduquer, hein, elle s'était rattrapée après, de rééduquer les gens. Toutes choses égales par ailleurs, cette dame aujourd'hui est retournée dans son île de Kanaki, où elle essaie de nouveau de rééduquer les Kanaks qui ont l'outrecuidance de se rebeller contre le pouvoir des béquets. Donc ça en dit long sur la paix autoritaire de cette personne et des politiques publiques qu'elle cherche à mettre en place. Au niveau européen, eh bien également, là, l'Union européenne n'est pas en reste et elle va emboîter le pas à la France, hein, contrairement à d'autres pays, par exemple la Belgique, qui n'a pas de loi contre la désinformation, qui n'a pas de dispositif spécifique pour lutter contre les opinions divergentes. L'Union européenne, elle aussi, va mettre en place un certain nombre de dispositifs de régulation, que ce soit des dispositifs d'autorégulation, dispositifs interinstitutionnels et des dispositifs législatifs, donc réglementaires. L'une des premières initiatives, elle date de 2018, c'est l'adoption du code de pratique de lutte contre la désinformation. Cette différentes plateformes, différentes agences de la publicité en Europe vont se mettre d'accord pour signer un code tout à fait volontaire qui promet davantage de transparence sur la publicité, de démonétiser davantage la désinformation. Bref, on est sur vraiment quelque chose de très déclaratif, hein, sans obligation, sans contrainte, hein. Et la Commission européenne est chargée un petit peu de chapeauter la mise en place de ce code, qui reste une sorte de signature entre différents partis. La Commission étant évidemment pas signataire, hein, de ce code, c'est simplement les acteurs du secteur médiatique et notamment médiatique Internet. La désinformation est définie comme des informations dont on peut vérifier qu'elles sont fausses ou trompeuses et qui cumulativement sont créées, présentées visant un but lucratif ou dans l'intention délibérée de tromper. Donc là, la notion d'intention délibérée de tromper, donc la volonté ici est réaffirmée. Et le deuxième condition nécessaire pour qu'on soit face à un contenu de désinformation d'après ce code, c'est la création susceptible de causer un préjudice public au sens de menace sur les processus politiques, notamment les processus démocratiques. Donc on est vraiment là-dessus. A contrario, nous disent-ils, la notion de désinformation n'englobe pas la publicité trompeuse, bah oui, il faudrait quand même pas que toute la publicité soit démonétisée, les erreurs de citation, la satire, la parodie, ça c'est très important, les informations commerciales et partisanes clairement identifiées, c'est-à-dire la publicité à caractère politique à condition seulement qu'elle soit étiquetée et clarifiée comme telle. C'est tout l'enjeu en ce moment, je n'en parlerai pas ici, mais de l'entrée en application là depuis quelques mois maintenant, depuis octobre 25, du règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique, hein. Alors c'est interdit pour les mineurs, mais pour les majeurs, c'est sous conditions qui sont extrêmement strictement encadrées par ce règlement TTPA. Donc qui signe en 2018? On le voit, hein, les GAFAM essentiellement, et puis des acteurs, je vous disais, de la publicité, des lobbies, etc., qui sont chargés de réguler en fait la diffusion sur le web. Première inflexion importante en juin 2022.
Bon, tout le monde se rend compte en 2020, 2021, il y a une évaluation qui est faite de l'application du code de 2018. Et bon, clairement, les plateformes ne jouent pas le jeu, elles ont signé un truc, mais elles s'en lavent proprement les mains et ne font rien, visiblement, pour mettre un terme à la diffusion de fausses informations et surtout à la monétisation de cette fausses informations sur les plateformes. Passant par là, entre-temps, entre 2018 et 2020, deux petits événements, hein, vous le savez, la pandémie mondiale de Covid-19 et le lot de désinformations qui vont être charriées sur la question notamment de la vaccination, et également l'invasion russe en Ukraine et les craintes que ça fait peser au sein des démocraties européennes, on en a parlé. Du coup, en 2020, les négociations entamées par la Commission, des tiers parties et les plateformes notamment, vont aboutir à la signature d'un code renforcé de lutte de bonnes pratiques contre la désinformation, avec des engagements clairs. Les plateformes s'engagent clairement, même si on reste dans l'autorégulation, à une forme de compliance, excusez-moi le franglais, vis-à-vis des engagements auxquels ils ont souscrit. Donc il y a 44 engagements, 128 mesures. Tout le monde ne souscrit pas à tout en fonction de son service, hein, c'est bien logique, et elle va concerner la publicité commerciale et la publicité en ligne, la lutte contre les pratiques de manipulation de l'information, la transparence des données et les algorithmes, l'accès aux données renforcé pour les chercheurs, le renforcement et le financement du fact-checking et des contrats de partenariat entre les instances de fact-checking et les grandes plateformes, et la création d'un groupe de travail permanent en différents sous-groupes pour développer, implémenter ce code, rechercher de nouveaux signataires, etc. Et le tout se traduisant par la mise en place d'un centre de transparence sous la forme d'un site internet où tous les 6 mois ou tous les ans, selon leur taille, les plateformes doivent publier un rapport de transparence en disant voilà ce qu'on a modéré, voilà pourquoi on l'a modéré, voilà comment on a modéré, voilà combien ont été retirés, combien de fois on a remis des contenus qui avaient été déplatformés, etc. Bon, en pratique, la qualité des données mises en avant par les plateformes est relativement faible, hein, il faut le souligner. Nonobstant, c'est quand même une avancée majeure en 2022 par rapport à 2018, puisque les plateformes s'engagent à des engagements contraignants, s'auto-engagent, même s'ils demeurent à caractère volontaire. Deuxième étape importante, dernière étape importante pour ce code de conduite, eh bien, c'était 2025, juin 2025, pardon, juillet, 1er juillet 2025, puis ce code de conduite est devenu contraignant. Il n'est plus simplement un instrument d'autorégulation, un instrument de co-régulation, puisqu'il est devenu, dans le cadre du Digital Services Act, ce fameux code de conduite, et il devient, d'après la Commission européenne, le benchmark, hein, le standard à partir duquel la lutte contre la désinformation telle que prévue dans le DSA, Digital Services, d'ailleurs j'ai oublié un S ici, c'est très mal, Act est organisée. Je passe ici sur la manière dont est définie la désinformation. Je vous montre ici les signataires avec évidemment le mauvais élève Twitter devenu X qui est sorti du code en 2022, enfin fin 2021 au moment de son rachat par Elon Musk. Et depuis lors, eh bien, des autres plateformes, elles, pour le coup, sont relativement impliquées, sachant que en 2025, 2024, 2025, lorsque le code est devenu contraignant, un instrument d'autorégulation, les grandes plateformes, notamment Meta, Google et TikTok, et oui, et Microsoft également, j'ai des bêtises, ont reculé largement sur le niveau d'engagement qu'ils avaient souscrit en 2018. À partir du moment où il y a un véritable contrôle qui est exercé par la commission et que ça devient vraiment contraignant, on voit que les plateformes ont fait un step en arrière qui a été largement accentué aussi, vous le savez, depuis la réélection de Donald Trump aux États-Unis, où Meta notamment est vraiment reparti dans des politiques qui étaient celles de 2020, de monétisation de la désinformation aux États-Unis, de refus de la régulation. Et on le voit avec toutes les enquêtes qui sont ouvertes, notamment par la Commission européenne, dans le cas du Digital Services Act, articles 34 et 35. 34, obligation de mettre en place des dispositions préventives contre la désinformation. Et 35, obligé de lutter contre la désinformation si les contenus sont repérés. Je continue. Donc, au niveau de la réglementation européenne, plusieurs éléments ont été mis en place. Dès 2018, le plan d'action pour la démocratie européenne, avec des objectifs non contraignants également ici. Là, c'est vraiment une sorte de déclaratif, hein, c'est une déclaration de l'Union européenne, avec comme objectif de promouvoir des élections libres et équitables, de renforcer la liberté des médias et la liberté d'expression des citoyens, et évidemment lutter contre la désinformation. Donc là, on est vraiment au niveau de la réglementation. Là, c'est du déclaratif, c'est du souple, hein, c'est pas un règlement dur. En revanche, en 2022, l'European Media Freedom Act, lui qui est un règlement européen, c'est-à-dire d'application directe, hein, vous le savez, elle porte sur la liberté des médias et son application n'est pas espérée aller aujourd'hui de pleine et entière en 2025.
Elle porte notamment tout un tas de dispositifs et de mécanismes que je ne vais pas développer ici parce que c'est vraiment la technique juridique un peu pointue, pour garantir l'indépendance et le pluralisme des médias, notamment des médias publics. Il y a vraiment tout un tas de garde-fous qui sont prévus par l'ANFA pour que les pouvoirs publics ne puissent pas intervenir dans les rédactions, ne puissent pas prendre le contrôle de médias publics. En gros, pour que les médias publics restent des médias publics et pas des médias d'État. On est vraiment là-dessus. Tout un tas de dispositifs pour garantir la qualité de l'information, avec notamment plusieurs critères qui sont mis en avant, la formation fiable, sourcée, pertinente et accessible. Donc vraiment la nécessité aussi, par exemple, d'avoir des financements suffisants des médias, garantir les droits fondamentaux des usagers des médias et des services, hein. Et ce Media Freedom Act, il va aussi donner la création aujourd'hui de ce qu'on appelle le Media Board, dans le Comité européen pour les services de médias, qui est l'organe qui est chargé de contrôler que les plateformes, notamment, et pas que, hein, souscrivent à leurs engagements en matière de lutte contre la désinformation, hein. Donc ils remplacent l'European Regulatory Group Authority, qui est le groupe des régulateurs de médias européens. Donc en France, siège dans ce comité des médias européens, donc ce Media Board, l'ARCOM, le CSA pour la Belgique francophone, l'AGECOM pour l'Italie, etc. Donc c'est les régulateurs nationaux qui vont siéger dans cette espèce de super comité des médias au niveau européen, avec comme mission principale, mais pas unique, hein, bien sûr, de contrôler le respect des plateformes de leurs engagements. Alors, en matière de désinformation, mais aussi en matière de protection des mineurs, en matière d'accessibilité, en matière de respect des droits commerciaux, etc. Donc c'est vraiment une mission très large. En matière évidemment de publicité aussi, c'est très très important. En matière de transparence, bref, dans tout un tas de matières qui nous intéressent moins ici que la désinformation, mais cela dit, au passage, c'est venu le faire. Et évidemment, en 2022 également, c'est l'entrée en vigueur du Digital Services Act, et qui fait, j'ai dit, du code de bonne pratique, un code de conduite juridiquement contraignant. Les principaux objectifs du DSA en ce qui concerne la désinformation pour nous, c'est de protéger les internautes et leurs droits fondamentaux contre les risques systémiques. Il y en a 4 hein, dans le DSA. Parmi ces risques systémiques figure la désinformation, telle que définie tout à l'heure, hein. C'est-à-dire des informations fausses dont le but, ou qui seraient susceptibles en tout cas, de troubler l'espace démocratique, l'espace public. Donc on est vraiment, ce que je disais, 34 prévention, 35 réponse, lorsque c'est évident. Donc il y a tout un tas de mécanismes de coopération qui sont prévus, qui sont un peu complexes, notamment le Rapid Risk Response System pendant les élections, des mécanismes de coopération, des mécanismes aussi entre les États au niveau du service extérieur de l'Union européenne, donc c'est assez compliqué. Il y a plusieurs types de dispositifs qui ont été mis en place et dont on voit que pour le moment leur efficacité est relative puisqu'on a du mal à les appliquer. La difficulté étant de caractériser ce risque systémique, c'est-à-dire quel niveau de violation, quelle, j'allais dire, ampleur de violation. Est-ce que, je ne sais pas, moi, par exemple, une désinformation qui serait massive pendant les élections à la mairie de Paris serait un risque systémique au sens de l'Union européenne? C'est pas certain, c'est pas quelque chose qui est largement, j'allais dire, répandu sur le territoire de l'Union. Donc là aussi, il y a plein de choses qui sont complexes à mettre en œuvre, et on verra avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne la manière dont tout ça pourra se mettre en place, et on verra les mécanismes de sanctions. Notamment, puisque c'est une des nouvelles du DSA, c'est la mise en place de sanctions pour les plateformes et sanctions financières pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de violation grave et répétée. L'ultime sanction, la plus lourde étant bien entendu l'interdiction d'émettre et d'exercice sur le territoire de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre, notre DSA? Eh bien de renforcer le contrôle démocratique, la transparence, des très grandes plateformes en ligne, notamment leur surveillance, hein, puisque leur régulateur à elles, ces très, très grandes plateformes, ce ne sont même plus, vraiment les États, c'est la Commission européenne elle-même qui est en charge d'ouvrir les instructions et de faire respecter, le DSA en tant qu'organe exécutif, de l'Union européenne. D'autres choses intéressantes dans le cadre du DSS, c'est la volonté d'atténuer la situation d'oligopole des GAFAM et surtout de promouvoir des plateformes alternatives, notamment européennes. Alors la notion de promouvoir des plateformes alternatives est extrêmement ambivalente, dans le sens où il existe plein de plateformes alternatives qui sont des petites plateformes qui passent sous les fourches de la régulation européenne et où il se passe absolument n'importe quoi. On peut le dire clairement ici, lorsque la Commission européenne entend ouvrir des enquêtes contre YouTube, alors c'est très bien, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas bien sur YouTube, je sais pas.
mettre de désinformation, mais ça laisse le champ libre à tout un tas de plateformes comme Odyssey, qui sont des plateformes alternatives totalement irrégulées, où vous avez vraiment des contenus totalement problématiques. Quand je dis problématiques, c'est néo-nazis, totalement homophobes, mais à un niveau absolument débridé, qui passe totalement sous les radars de la régulation européenne. Alors promouvoir des plateformes alternatives, ok, mais à condition de leur appliquer aussi des règles et d'avoir une même surveillance. Donc j'ai atténué les risques systémiques, ça on l'a dit, et la mise en place, dans le cadre du DSA, d'un comité européen des services numériques, hein, les Digital Services Coordinator, qui sont le pendant de ce qu'est le Media Board pour le numérique. Donc vous avez vraiment ici encore un empilement de dispositifs qui est aussi un peu problématique, dans le sens où vous avez d'un côté le Media Board dont je parlais tout à l'heure, qui va être chargé d'appliquer l'EMFA, le règlement sur les libertés des médias, mais aussi la directive sur les médias de services audiovisuels, l'AVMSD, qui elle-même recoupe sur certaines dispositions, certaines problématiques, les objectifs du DSA, notamment en termes de protection des mineurs, ce qui fait que vous retrouvez une situation inextricable de conflit de droit. Je prends juste un exemple rapidement ici, où vous avez par exemple des sites pornographiques qui ne vérifient pas l'âge vraiment des gens qui y accèdent, en disant juste j'ai plus de 18 ans. C'est considéré par tout le monde, y compris par l'Europe, comme étant un système non robuste. Les plateformes disent OK, on veut mettre en place un système contraignant sous la base du DSA, système harmonisé, alors que les États eux-mêmes demandent sur la base de la directive sur les médias numériques et audiovisuels de mettre en place un système par État, un système immédiatement, et donc je trouve une sorte d'imbriglio qui fait par exemple que la France a été mise en demeure par la Commission européenne de foutre la paix à Pornhub parce qu'ils voulaient les obliger à mettre en place un système plus contraignant que celui qu'ils avaient. Donc on se rend compte que finalement la protection des mineurs ici et l'objectif de la régulation n'est pas satisfait par une question de conflit de législation. Donc ça c'est un problème important. Donc en 2024, enfin, je termine par ça, l'Union européenne a lancé son projet d'European Democracy Shield avec 3 objectifs principaux. Favoriser l'engagement de la société civile avec des dialogues et protections avec les plateformes. Le soutien et la protection avec un pôle de connaissances en ligne sur l'espace civique, la faciliter l'accès aux projets existants, etc. Donc c'est de la transparence et de la protection des gens. Et enfin, la volonté de financer durablement et de façon transparente des projets, notamment de lutte contre la désinformation, etc., notamment face au désengagement en 2022, je le disais, des plateformes de cette question du fact-checking, de l'accès aux données et aussi de réglementation de la publicité à caractère politique. Au niveau donc de l'architecture institutionnelle, c'est un peu complexe, donc je reviens rapidement là-dessus. Vous avez donc la Commission qui devient le super régulateur pour les très grandes plateformes en ligne, c'est-à-dire celles qui ont 45 millions et plus d'utilisateurs mensuels sur le territoire de l'UE. Elle est assistée pour ce faire du DSA Board, donc du Digital Board du DSA. En parallèle, existe également le Media Board, dont on parlait tout à l'heure, avec cette question du conflit qui peut exister entre la directive sur les médias, sur les services de médias audiovisuels, le DSMA, et le DSA, avec des situations de droit qui existent, qui sont un peu particuliers. Également, est compétent dans le cadre de la lutte contre la désinformation, le service extérieur de l'Union européenne, pour aller vite, le ministère des Affaires étrangères de l'UE, qui est notamment compétent pour tout ce qui est la lutte contre les opérations de manipulation de l'information depuis l'étranger. Différents organismes sont également créés et soutenus par l'Union européenne, l'EDMO, donc l'European Digital Media Observatory, donc l'Observatoire des médias digitaux européens, qui met en place différents types d'actions de prévention, notamment éducatives, législatives, qui fait du fact-checking, etc. UI des Infolab, WeVerify, qui est un projet européen de vérification de ce qu'on pourrait appeler des deepfakes ou les créations contenus, des vidéos et sons et photos manipulés à contenu trompeur. Et également, l'Union européenne a soutenu la mise en place de l'IFCSN, donc le groupe européen de fact-checking avec des standards communs, la mise en place de politiques d'aide au développement dans des pays où c'est plus difficile, dans des langues qui sont moins, entre guillemets, développées, et donc c'est plus difficile d'avoir des fact-checks dans ces langues-là que par exemple pour le français ou l'anglais, qui sont des langues plus répandues. Donc il y a des initiatives qui visent à ce niveau-là. Bref, donc comme on l'a vu, on a des instances publiques, médiatiques, qui s'inquiètent de la montée de la désinformation, et les pouvoirs publics, que ce soit au niveau français ou européen, se sont saisis de ces problèmes à bras-le-corps, au point d'en faire un véritable problème public, hein, au sens de la sociologie et de l'action sociale. Et on va voir que finalement, le problème, c'est que est-ce que c'est on est vraiment face à un problème public aussi massif, répandu que ce qui nous est dit ici, ou est-ce qu'on est plutôt face à une sorte de panique morale d'une partie des élites face aux populations qui projetteraient sur une partie des publics, des populations et des citoyens, des sortes de craintes qui leur sont tout à
tout à fait personnel. Alors il faut commencer par déconstruire quelques fausses évidences, hein. Est-ce qu'on est face à une menace inédite et massive, pour la démocratie? Alors pour ce qui est de l'inédit, non, clairement non, puisque la désinformation est attestée historiquement depuis l'Antiquité au moins. On a des travaux, hein, d'historiens, notamment Victoria Pagan, qui travaille, sur l'Antiquité, notamment sur les récits antiques, sur les historiens, la manière dont les historiens de l'Antiquité, pouvaient écrire absolument n'importe quoi, notamment, dans l'Antiquité romaine, hein, où des batailles homériques étaient présentées comme des grandes victoires des généraux romains, alors qu'en fait, ils s'étaient fait complètement écraser et que pour que ça sache pas, on zigouillait tout le monde, comme ça, c'était plus simple. Hem Qu'en est-il ensuite? Bah, écoutez, on pourrait faire un historique rapide, de l'histoire des théories du complot. On en a depuis le grand complot fantasmé des Templiers au XIIe siècle jusqu'à nos jours, aux reptiliens ou je sais pas quoi. On a à peu près les mêmes éléments qui sont toujours remis en forme dans les discours, ennemi implacable, culte de l'argent, du pouvoir, corruption de la société, secret, inhumanité, volonté d'agir dans son propre chef, perversion sexuelle, inhumanité, tout un tas d'éléments, voilà, minorité parasite, élitaire, étrangère, communautaire, et cetera. Donc bref, on retrouve toujours les mêmes éléments et donc est-ce que c'est inédit? Ben non. Quant à la question de la massivité, ou est-ce que c'est énorme? Est-ce que c'est compliqué à dire parce qu'on n'a pas de quantification longitudinale sur le long terme? La seul exemple qu'on a, c'est l'assassinat de Kennedy, où depuis les années 60, on fait des études sur lesquelles on demande aux gens s'ils pensent que Kennedy est victime d'un complot, peu importe le complot ici, mais on a à peu près un stock d'Américains entre 70 et 80% depuis les années 67-68 qui sont absolument persuadés que Kennedy était victime d'une conspiration, et ce sans qu'aucun déterminant sociodémographique ou socio-économique soit pertinent. De la même manière, hein, la quantification est difficile parce que est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez de la désinformation qui circule, sur internet, sur des blogs, sur des réseaux sociaux, sur des plateformes de partage de vidéos, est-ce que c'est plus qu'au 19e siècle, au 18e siècle, à l'époque où dans la grande presse ou dans l'espace public tout à fait, légitime, on dénonçait le complot des juifs, le complot des francs-maçons, où des journaux avaient, dans la place publique, décrivaient dans des termes absolument horribles, la maladie également qui était pour le corps social, la présence de juifs à l'Assemblée nationale, de juifs en France, hein. On se rappelle notamment de Léon Blum, hein, notamment les mots de Maurras pour Léon Blum. Pour la première fois, un vieux pays de tradition chrétienne va être dirigé par un juif. Il expliquait également que c'est un homme qu'il fallait abattre d'une balle dans le dos, le traiter de salioutre, enfin il y a tout un tas de choses absolument incroyables, vous avez les journaux, etc. Et tout ça de façon tout à fait libre et en tout cas ouverte, hein. Il n'y avait pas de problème avec ça. On se rappelle, hein, Maurras et ces fameux 4 États confédérés qui veulent tuer la France, hein, ces 4 États confédérés qui constituent ce qu'il appelle l'anti-France. Et ces 4 États confédérés, qui sont-ils? Les Juifs, les francs-maçons, les protestants, on a tendance à l'oublier, mais le complot protestant était extrêmement structurant longtemps dans l'histoire de France, hein. Et enfin, les métèques, les étrangers. Donc vous voyez toutes ces forces qui se sont alliées pour détruire la France. Ce qui se passe, c'est après 45, après l'État Vichy, avec Vichy, l'État français, le conspirationnisme devient une politique publique. Les théories du complot relatives aux francs-maçons d'abord, aux juifs ensuite, deviennent des politiques publiques. On va les interdire, on va les traquer, on va les chasser, on va les enfermer, on va les arrêter, on va les déporter, etc. Donc l'acceptabilité sociale du complotisme devient beaucoup moindre. Des années 45 jusqu'au début des années 2000 et notamment, les attentats du 11 septembre, mais plus encore 2006 avec l'avènement de YouTube, YouTube est important là-dedans, le conspirationnisme va non pas disparaître, mais va être moins visible. Et ce qui donne un peu cette impression fausse que finalement il y aurait une sorte de retour, enfin, il y aurait une apparition inédite dans l'espace public francophone, au moins dans d'autres pays c'est différent, du conspirationnisme. Alors que si on se place sur le temps long, bah non, pas du tout, hein. La Révolution française, au moins jusqu'à Vichy, le conspirationnisme est extrêmement présent dans l'espace public. Alors, donc, sur la question de la longitudinalité, c'est très difficile de dire. Sur la question du volume que représente le conspirationnisme ou la désinformation en ligne, et ben ici aussi, c'est pareil, hein, c'est très décevant. Lorsqu'on prend des études sur l'ensemble des contenus circulant sur le web, on est à moins de 0,01% qui sont des contenus de désinformation. Si on limite au contenu, par exemple, d'information,
on est pareil sur des montants qui sont de moins de 1%. Je vous prends un exemple rapidement d'une étude qu'on avait faite, bah voilà, sur les Français, non, c'est pas celle-là, c'est une autre, sur les questions de l'antivaccinisme. Avec mon collègue Nouvelle, on avait fait un algo de détection qu'on avait entraîné, etc., pour savoir sur la question du vaccin en 2020 et 2021, sur quoi portaient les contenus de désinformation en ligne, les contenus dits anti-vax, entre guillemets. Et ben on s'est rendu compte que pour la France, seul 1% des contenus parlant du vaccin étaient des contenus complotistes anti-vax. Donc on est vraiment sur des choses qui sont relativement faibles en termes quantitatifs. D'autres fausses évidences à déconstruire? C'est ce que je parlais de théorie de la communication éculée, celle de la théorie des effets forts et la théorie de la seringue hypodermique. Ces théories, elles expliquent que lorsque vous êtes exposé à des contenus, en particulier des contenus à forte charge émotionnelle, vous allez forcément y croire, vous allez forcément y adhérer. Ces modèles, ils sont basés sur la publicité à la base. C'était ce qu'appelait Bernays dans la propagande, c'est-à-dire qu'il faut exposer massivement les gens à de la publicité, acheter Coca, pour leur faire acheter du Coca. Eh ben, on se rend compte qu'en fait, ça marche pas aussi bien que ça. D'abord parce qu'il n'y a pas d'effet direct. Il n'y a pas d'effet direct. Voir et être exposé ne conduit pas nécessairement à adhésion. L'individu, les êtres humains sont des êtres complexes, multipositionnés, pris dans des formes de configuration. Ils ont des habitudes, des apprentissages sociaux. Donc tout ça doit être relativement relativisé, entre guillemets. Ça marche encore moins bien sur Internet, dans le sens où vous n'êtes même pas dans un rapport top-down vertical, hein. Vous avez celui qui va émettre le message, qui va le recevoir. Nous sommes à la fois émetteurs, récepteurs, destinataires, etc. Donc on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Quelques fausses évidences également à déconstruire, hein, j'en parlais tout à l'heure. Trump a été élu à cause de la désinformation massive auprès des publics en 2016 aux États-Unis. Eh bien, Alcott et Genso, hein, l'équipe de Stanford, ils ont montré qu'en fait, ils ont demandé aux Américains s'ils avaient été exposés de façon massive à la désinformation. Alors massive, qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est important. Plusieurs fois par semaine sur plusieurs semaines, donc sur une période longue et plusieurs fois. Eh bien, il se trouve qu'à peine 3% de l'électorat américain a été exposé à des informations massives au sens où on vient de le décrire, et que ces 3% appartiennent à l'électorat captif républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils auraient voté pour Trump. Donc la désinformation ne peut pas être considérée comme la cause majeure ou comme une cause, en tout cas importante, de l'élection de Trump en 2016. On ne dit pas que ça n'a pas joué, on ne peut pas dire en revanche que c'est la variable explicative. Alors pareil, les Français sont les plus anti-vax au monde. Alors on avait des sondages alarmistes en 2020 qui montraient que 33% des Français, 30% à peu près des Français en octobre 2020 refuseraient quoi qu'il arrive de se faire vacciner. Au fur et à mesure que l'enquête Coviprev menée par Santé publique France est réalisée, eh ben, tous les mois, on voit que cette diminution de gens qui ne seront jamais vaccinés diminue à chaque fois pour arriver au total, fin 2021-2022, à plus de 90%, même 95% de la population qui est vaccinée de plus de 12 ans, pardon. C'est important, de population de plus de 12 ans qui est totalement vaccinée. Et lorsque les enquêtes qualitatives demandaient aux gens qui disaient qu'ils ne seraient pas vaccinés, on leur demandait pourquoi. C'est parce qu'ils avaient peur des effets secondaires, ils ne connaissaient pas la technologie ARNM, ARN messager, et donc ils émettaient des choses tout à fait rationnelles, hein, la peur des effets secondaires, les méfiances d'une technologie nouvelle, et pas comme on le disait dans les médias, ce sont des anti-vax irrationnels, un peu cons, totalement complotistes, qui vont croire qu'on leur met des puces 5G sous la peau. C'est pas du tout ça qui apparaissait dans les enquêtes, alors même que les pouvoirs médiatiques et politiques mobilisaient des représentations tout à fait fausses. Pareil en 2022, au moment de l'entrée de l'invasion russe en Ukraine, les grandes Sputnik et Russia Today ont été interdits dans l'espace public européen au motif qu'ils exerçaient une très grande influence, une influence ultra néfaste sur les populations. Alors Kling et ses collègues ont été vérifiés et ils se sont rendus compte de quel était l'impact réel de RT et Sputnik cumulés, donc à la fois sur les box, sur les applications et sur les sites web. Et ben, ils se sont rendus compte que les deux cumulés, RT plus Sputnik, ne touchaient au maximum en Allemagne, ils ont fait 21 pays. En Allemagne, c'était là où c'était le plus fort, c'était 4,1% de la population qui était touchée par RT et Sputnik. Donc on est loin d'une sorte de vague qui allait irradier totalement les populations et les espaces publics européens. Donc on voit qu'on a été là encore une fois davantage dans de l'affichage politique que dans quelque chose de tout à fait étayé. Quant à la question des jeunes et des acteurs sociaux peu d'auteurs qu'à culturels, eh ben, les enquêtes sont tout à fait contradictoires et elles montrent que selon les thématiques et les méthodes employées,
tout ça ne se vérifie pas. Notamment lorsque l'on crée de la question de la vaccination, c'est plutôt des gens âgés, cinquantenaires, un peu diplômés, qui auraient tendance à adhérer à ce type de narratif. Et de la même manière, je ne vais prendre pas ici dans les détails de comment on mesure l'adhésion au conspirationnisme avec des sondages complètement, j'allais dire, foutraques, hein, pour pas dire autre chose. On pourrait en parler, notamment ceux qui tous les 6 mois sont faits par la Fondation Jean Jaurès pour expliquer à quel point c'est grave, etc. Donc des surreprésentations de réponses dites complotistes, l'absence de considération du fait que la plupart du temps, les gens disent qu'ils n'ont jamais entendu parler des questions qu'on leur pose. Donc, quelle est la capacité à se former une opinion réelle sur un sujet dont on ne connaît rien, également des trucs qui n'ont absolument rien à voir entre eux, avec des items consacrés à la question de la consultation de l'horoscope face les extraterrestres vivent parmi nous, enfin des choses assez étranges. Idem pour les échelles psychométriques qui sont relativement mal faites, hein. J'en ai parlé dans d'autres travaux auxquels je pourrais renvoyer si vous voulez. Donc la question c'est ça en fait, c'est de quoi on parle à la fin. Est-ce qu'on parle de désinformation quand on approche par la pathologisation, par l'individualisation, par la dépolitisation, comme c'est fait notamment par les psychologues, les experts des médias et les pouvoirs publics, en expliquant que mon Dieu, on a affaire à des individus naïfs, des individus déviants, avec des profils particuliers. Donc dans les échelles psychométriques, on va vous expliquer que les conspirationnistes, non seulement, bon d'accord, c'est des jeunes, ils sont pas éduqués, mais surtout ils ont des petits problèmes, ils sont un peu schizotypiques, paranoïaques, ils ont une absence de confiance dans leurs congénères, ils sont très fortement intolérants aux inégalités, ce qui est très grave, ils sont aussi un peu technophobes parce qu'ils adorent pas les smartphones. Bref, on va essayer de trouver des traits et dispositions individuelles pour montrer qu'il n'y a rien de politique là-dedans et que c'est simplement des individus qui sont irrationnels, qui sont une forme d'anomie, en tout cas qui sont éloignés de la vie en société, alors qu'au contraire, les approches compréhensives, les approches politiques et sociologiques montrent qu'on a affaire à tout à fait des profils différents d'individus informés, surinformés, même parfois mal informés peut-être, on pourrait y revenir, mais qui sont en gros en appétence de politique et qui se rendent compte vraiment de certains dysfonctionnements dans le monde, dans l'ordre de dysfonctionnements réels, hein, socio-économiques, sociopolitiques, mal-représentation, confiscation des richesses, etc. Donc on a vraiment des choses différentes, puisqu'il y a deux approches, celle qui va considérer à dire que théorie du complot sont celles qui on a dit qu'ils étaient complotistes au moment où on le dit, sondage et celle psychométrique, et de l'autre, poser une définition préalable de ce qu'est le conspirationnisme, ce qu'est la désinformation, comme une sorte de vision du monde, une vision du monde beaucoup plus large. Cette approche pathologique oui, et individualisante et politisante, elle est évidemment celle qui est privilégiée par les pouvoirs publics dans le fonctionnement ou la fabrique des politiques publiques, et également celle qui est largement favorisée par les médias depuis 2015-2016, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des gens qui vont venir avec des chiffres. On a fait un sondage, 80% des gens sont complotistes, hein, vous vous souvenez peut-être en 2018, ça avait fait un peu grand bruit, alors que non, en fait, c'est pas du tout ça, c'était pas du tout considéré comme ça. Bref, on se retrouve avec une sorte de rappel à l'ordre, hein, qui se traduit par la naturalisation de l'ordre établi, bien entendu, mais aussi, comme on l'a vu, dans les politiques publiques, éducatives, dans l'inflation des dispositifs législatifs, et aussi dans l'institutionnalisation de mesures éducatives, hein, qui sont censées apporter une réponse, entre guillemets, rationaliste, rassurante, raisonnable à ce qui serait des désordres informationnels causé ou en tout cas qui aurait une influence auprès de publics défavorisés, de publics peu dotés en capital culturel. Bref, on voit bien ce à quoi on a affaire et surtout ça évite de poser la question des dysfonctionnements de nos régimes, hein, puisque si ce sont des individus irrationnels, c'est que tout va bien. Le régime va bien, il n'y a pas de problème structurel de nos régimes. Ça évite de poser la question de l'absence des dispositifs sociaux, de l'effondrement des structures de socialisation, de politisation et d'encadrement de la société, les syndicats, les églises, les partis politiques, les corps de doctrine idéologique, etc. Bref, tout ça est complètement mis de côté au profit d'une individualisation du rapport au complotisme. Donc on l'a dit, hein, multiplication des dispositifs, hein, notamment avec une prépondérance peu démocratique de la Commission européenne, mais ça c'est inhérent au système européen tel qu'il l'architecture institutionnelle européenne. En France, depuis 2015, on le disait, l'appareil d'État est mobilisé de manière totalement disproportionnée autour des questions liées à la désinformation, avec la multiplication des dispositifs. Et encore, je ne vous ai pas parlé des dispositifs locaux, hein, parce que c'est comme pendant la Covid, vous aviez le truc que vous devez vous signer vous-même pour sortir. Et parfois au niveau local, il y avait encore un durcissement des législations. Et bien là aussi, c'est pareil, hein, parfois au niveau des départements, il y a une sorte de zèle à lutter contre la désinformation qui est absolument frappant. Tout cela contribue à quoi? À la disqualification de représentants, de représentations, de mouvements, de pratiques, d'opinions, de discours critiques, alternatifs, marginaux ou radicaux, hein,
les termes de théorie du complot, de désinformation, au même titre que populiste, qu'antisémite, sont constituent en quelque sorte des sortes d'éléments ou d'armes de disqualification, hein, qui vous discrédibilisent, voire qui vous interdisent de parler, ou en tout cas de tenir des propos dans le cadre du débat public, ou dans le champ des prises de position, comme on le dit peut-être plus sociologiquement. Donc voilà, donc un usage extensif de labellisation, de disqualification. Et tout cela est justifié par, j'allais dire, la multiplication de ces sondages. On en a parlé, des discours alarmistes et pathologisants, notamment par les militants professionnels anti-conspi qui ont véritablement acquis une sorte d'espace médiatique totalement incroyable. Finalement, ce rappel à l'ordre, il confine à ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire, au sens de Cohen, dans Stanley Cohen, la projection disproportionnée par des élites, en tout cas ceux qui ont les moyens ou qui sont intéressés au champ du pouvoir, de leur propre représentation à propos de l'intempérance, de la crédulité des catégories populaires en tant que danger pour la démocratie, cette fameuse apocalypse cognitive ou comment on dit, ou le mot échappe, ou déchéance, pardon, apocalypse cognitive ou déchéance de rationalité qui serait à la manœuvre, ou en tout cas qui serait l'un des mots de notre époque, selon un sociologue peu inspiré, et je vais m'arrêter là. Vous voyez, bah, comme quoi, panique morale à l'Élysée, retour sur le rapport Bronner dont je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jury, pour votre présentation qui était exhaustive, très intéressante. Je vais laisser la parole au public. Je vais Est-ce qu'il y arrêter a le des partage comme questions ça, je vous vois. Voilà, j'arrête le partage comme qui... ça, je vous vois, c'est mieux, c'est plus agréable. Super. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Loane, tu peux lui Oui, mettre j'aurais le une micro et la question. poser. Je souhaitais vous demander ce que vous pensez de l'approche qui est adoptée par l'Union ces dernières années, qui consiste véritablement à multiplier les normes contraignantes ou non sur la désinformation, et parfois de manière très sectorielle, comme par exemple ça a été le cas avec le règlement sur la publicité à caractère politique, Tout à qui est fait, entré en application très récemment, je crois. absolument. Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'Union européenne, sur la commission précédente, la commission von der Leyen 1, et notamment avec l'activisme de Thierry Breton, a été extrêmement proactive en termes de production législative et de production réglementaire. C'est pas anodin. On voit aussi là que la commission veut vraiment avoir la main sur ce qui se passe, hein. C'est pas des directives, hein. Donc il n'y a pas de transposition, c'est vraiment des règlements. Donc oui, la question, elle est compliquée parce qu'on voit que l'Union européenne a voulu faire quelque chose. Pour reprendre l'expression de Breton, ce qui est illégal hors ligne doit être également illégal en ligne, mais ça crée des difficultés puisque personne ne sait comment finalement s'intègrent ces législations les unes avec les autres. Il y a vraiment des doublons qui se mettent en place, je le disais tout à l'heure avec la question de la directive sur les services de médias audiovisuels et les plateformes de partage de vidéos, et le Digital Services Act. Il y a des dispositions qui sont totalement redondantes. Ça fait qu'on arrive à une sorte de situation un peu paradoxale et particulière que personne ne sait, ni les régulateurs, ni même la Commission européenne, qui a toujours pas publié ses lignes directrices, hein, sur ces questions-là, de comment toutes ces législations, vous disiez également le règlement sur la publicité politique, il y a des éléments sur la publicité politique dans le cadre du Code des infos qui lui-même est intégré au DSA. Vous avez également dans le DMA des questions sur la publicité, Digital Market Act, et également dans d'autres législations, notamment ça y est, le nom m'échappe ici, Digital Fairness Act qui va arriver aussi. Donc, voilà. Donc il y a des multiplications de dispositions qui font qu'on arrive parfois à des situations un peu ubuesques et bizarres. Je reviens là-dessus, par exemple, vous avez un problème, je ne sais pas moi, avec YouTube, par exemple. Vous voulez faire retirer une vidéo de YouTube. Comment vous faites? Est-ce que vous n'avez pas disons une vidéo, c'est simple, mais vous avez, je sais pas moi, des dizaines de milliers de vidéos qui vont vous expliquer demain sur YouTube que la Terre est plate. Alors, c'est pas grave en soi, c'est pas illégal, parce qu'on est bien sûr sur cette question-là du côté pas illégal, mais admettons qu'on soit sur un truc un peu plus embêtant, comme de la discrimination sur des femmes, par exemple. Des dizaines de milliers de vidéos qui appellent au cyberharcèlement de femmes dans le monde, des trucs, je sais pas moi, d'incel, une mascu un peu stupide. Comment vous faites? Vous allez vous plaindre à qui si vous voulez faire déplatformer tous ces contenus? Vous pouvez d'abord, bien sûr, vous adresser à la plateforme, qui probablement n'en aura pas grand-chose à faire, surtout si ça rapporte de l'argent. Vous pouvez agir sur deux façons. Dans le cadre de la directive SMA, vous allez demander au pays d'établissement de Google, donc l'Irlande, comme la plupart des plateformes sont en Irlande, puisque pour des raisons fiscales, disons-le clairement, l'Irlande va demander à YouTube, pardon, ouais, YouTube, de déplatformer ces vidéos parce qu'elles violent, en termes de protection des droits fondamentaux, la directive.
Google va peut-être dire non, en disant mais non, 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 vous nous avez dit que c'était des milliers de vidéos, c'est dans plusieurs pays, c'est dans plusieurs langues, on n'est pas sûr de l'origine des vidéos, donc nous on voudra bien agir, mais éventuellement dans le cadre d'une requête sur le fondement du DSA. Donc on se rend compte qu'on a plein de situations comme ça, où on a des conflits de loi, des conflits de législation, où il n'y a pas de jurisprudence encore, et tout cet appareillage et cette inflation législative, et le flou qui est créé, l'interplay un peu flou justement, ouais, c'est ça, et ben, bénéficie pour l'instant aux plateformes, et contrairement à ce qui a été voulu, et ben, on est dans des moments un peu de flottement, et c'est ça aussi qui permet aux plateformes d'être encore un peu plus vindicatifs finalement, et de se désengager sur des trucs. Donc en gros, l'objectif était de faire mieux et on se rend compte que le trop a fait que, ben voilà, enfin le trop, je sais pas si c'est trop, mais en tout cas, pour l'instant, dans l'état du droit et dans l'état de compréhension du droit par les instances à la fois nationales et européennes, mais aussi, j'allais dire, de la société civile, que ce soit les plateformes ou les organisations de régulation de la publicité, et ben tout le monde essaie de tirer la carte pour soi. Et donc c'est ça qui fait que ça ne marche pas bien pour le moment. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et toujours dans le même contexte, est-ce que vous pensez qu'on devrait donner un plus grand rôle aux autorités nationales de régulation, en plus du rôle des plateformes qu'ont elles-mêmes à jouer sur les contenus qui sont postés dessus? Alors, la question des autorités nationales, il y a deux types d'autorités de régulation. Ça fait Digital Services Coordinator qui, eux, effectivement, ont un rôle direct avec les plateformes, qui peuvent demander des injonctions aux plateformes via la Commission européenne. C'est un système de remontée d'informations et la Commission européenne va saisir les plateformes. Pour les plus petites plateformes, elles agissent directement, celles qui font moins de 45 millions. Et la question ensuite, c'est celle notamment bah, pour, encore une fois, je vous le disais, est-ce qu'un média qui ne serait pas, par exemple, une autorité de régulation nationale qui ne serait pas Digital Services Coordinator, typiquement le CSA en Belgique, il y a 4 régulateurs en Belgique, c'est toujours compliqué la Belgique, vous avez le régulateur pour la région francophone, le régulateur pour Bruxelles, le régulateur pour la Flandre et le régulateur pour la communauté germanophone. Eh bien, eux ne peuvent rien faire sur les plateformes parce qu'aucune de ces plateformes n'est implantée dans le territoire. C'est la doctrine, en tout cas c'est le principe du pays d'origine qui joue, et donc sont compétents essentiellement pour les plateformes le régulateur irlandais, qui lui pour le coup s'est équipé et travaille beaucoup, ils ont beaucoup recruté justement pour pouvoir faire face à toutes ces menaces. Pour les plateformes traditionnelles, c'est le régulateur irlandais qui a la compétence quasi exclusive, avec cette conflit dont je vous disais tout de suite, avec le régulateur européen, que la Commission, dans le cas des très grandes plateformes, où les très grandes plateformes disent non, non, c'est pas vous qui êtes compétent, même si on est en Irlande. Donc là aussi, elle joue. Et pour d'autres types de plateformes, peut-être moins conventionnelles, typiquement les plateformes pornographiques, c'est souvent Chypre et la République tchèque. Et Chypre, comme ça rapporte beaucoup d'argent à Chypre, et ben Chypre n'a pas vraiment envie d'aller embêter ces plateformes pornographiques, clairement. D'accord. Et vous pensez qu'on pourrait imaginer un jour un régulateur plus large, enfin, au niveau de l'Union européenne, qui serait compétent sur davantage de domaines et Bah, accepter. c'est censé être la Commission européenne dans le cadre du Digital Services Act. Mais je veux dire, oui, pas une agence ou alors une autorité qui serait véritablement consacrée si aujourd'hui la Commission ne parvient pas Ah, à. mais elle n'en veut pas. La Commission n'en veut pas. Clairement. D'accord. C'est ce qui s'est joué au moment de l'EMFA, si vous voulez. Il y avait les régulateurs voulaient une agence européenne du type BEREC. BEREC, c'est le régulateur télécom européen qui est indépendant. La Commission ne veut absolument pas de ça. Ils préfèrent garder la main là-dessus. Clairement. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas de main qui se lève en plus. Ah, c'est Marc. Oui. Marc, Oui, tu peux poser ta question. oui, j'avais une question qui s'éloigne peut-être un peu de la régulation au sens strict telle que vous l'avez présentée, mais qui concerne plutôt les médias. Mhm. Je crois qu'il y a un peu une tendance aujourd'hui, surtout sur les médias en ligne, à faire une place de plus en plus importante. En tout cas, j'ai l'impression à parfois des théories, enfin des opinions très radicales et parfois des théories conspirationnistes. Et est-ce que vous voyez ça comme un danger ou est-ce que ça peut être un bon moyen justement d'apporter une opinion critique sur ces théories? Enfin, en gros, la question c'est de savoir s'il faut essayer d'éviter cette prise de parole de plus en plus importante ou si c'est bienvenu pour essayer de lutter contre la désinformation. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle, en fait. Ça dépend de la gravité des propos tenus. Si vous avez des gens qui vous expliquent que la Terre est plate,
et que voilà, les scientifiques nous le cachent. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de grave là-dessus? Est-ce que ça va avoir des conséquences réelles? Déjà parce que personne n'y croit vraiment, soyons très clairs. Et puis voilà, c'est ça, encore une fois, c'est aussi qu'est-ce que vous faites de ces théories? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous regardez ça parce que c'est une dinguerie, ça vous amuse, parce que c'est rigolo, parce que vous pensez que le mec, c'est un acteur? Alors évidemment, vous avez, des choses qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, si vous arrivez, vous convainquez et d'arriver à convaincre des populations massivement de ne pas se faire vacciner, oui, ça peut être très grave. On parle beaucoup là, ces derniers jours du Minnesota, de l'État du Minnesota et notamment de sa communauté somalienne, euh, pour les raisons très mauvaises que Trump leur fait une chasse absolument terrible. La communauté somalienne du Minnesota, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est extrêmement très très anti-vax. Et c'est pas nouveau. Elle est tombée sous la coupe d'un monsieur qui s'appelle Andrew Wakefield, hein, qui avait écrit, qui a été radié de l'ordre des médecins au Royaume-Uni pour avoir écrit des trucs sur comment on appelle ça, le RER rend les enfants autistes. Il a réussi à convaincre une bonne partie de ces populations somaliennes, et ces populations somaliennes ont vu dans les années 2010, début des années 2010, leur couverture vaccinale chuter de 50 points. Ça peut entraîner des problèmes de santé publique absolument incroyables. Vous avez des gosses qui meurent, vous avez des gosses qui deviennent stériles, qui ont des problèmes de malformation dus à des retards de croissance, vous avez des gamins qui sont hospitalisés, vous avez des gamins qui ont vraiment des choses horribles, parce que là, vous avez les conséquences directement de théories complotistes sur le danger des vaccins. Donc là, oui, là, c'est quand même plus embêtant. De la même manière, quand vous avez des gens qui donnent des conseils, pratiquement, disons, de médecine totalement dingues, sur le web, typiquement, bah, par exemple, pour guérir l'autisme, donnez à vos gosses à boire de l'eau de Javel, et que les gens le font, oui, là, c'est très dangereux. Encore une fois, c'est quel est l'impact de ce qui est dit, quel est le degré de dangerosité et quel est aussi le degré d'illégalité de ce qui est dit. Parce que sur la désinformation, dans l'immense majorité des cas, vous n'êtes pas dans quelque chose d'illégal. Vous n'êtes pas dans de l'apologie du terrorisme, ça c'est illégal. Vous êtes dans de l'opinion. Souvent de l'opinion alors qu'on peut juger particulière, bizarre, étrange, comme on veut, à titre personnel, mais il n'empêche que la règle fondamentale, c'est la liberté d'expression qui ne saurait souffrir que de quelques exceptions, la mise en danger d'autrui, le discours de haine, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, le racisme évidemment, bien entendu, le discours de haine, l'antiféminisme, l'homophobie, etc. Donc on est vraiment là-dedans. Après, pour le reste, on est dans le registre de l'opinion. Et c'est là où le curseur devient dangereux, c'est-à-dire que si vous qualifiez, enfin si vous interdisez tout un tas de types de positions un peu radicales, un peu marginales, un peu déviantes, vous mettez vite fait les mains dans un mécanisme un peu particulier qui peut confiner rapidement à la censure. De la même manière que d'un point de vue, j'allais dire simplement discursif, hein, de disqualifier de complotistes, des informations, tout type de propos un peu radicaux, marginaux, déviants. Je dis déviants ici au sens d'Howard Baker, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qui s'écarte de la norme. On doit faire très attention à cela. Si on veut justement maintenir les libertés, notamment les libertés de parole, les libertés d'expression, les libertés de conscience, la liberté d'expression. D'accord, merci. Non, prie. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Si, j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Union, en tout cas, aurait intérêt à réguler la désinformation dans tous les domaines? Parce que je pense notamment au règlement sur la publicité à caractère politique encore, puisque ça Mhm. touche à un domaine qui est normalement exclusif aux États membres, donc Oui, l'organisation des processus démocratiques. tout Et à il fait. me semble que l'Union l'a prise sur le fondement du marché intérieur. Donc, Oui. c'est-à-dire que les différences de réglementation des États auraient causé des entraves au marché. Est-ce que vous pensez qu'elle a outrepassé sa compétence en régulant ce domaine? Alors non, parce que c'est bien écrit dans le TPA. Alors j'ai plus l'article en tête, je suis désolé, mais il faudrait que je le relise en plus bientôt. Mais le règlement s'applique sans préjudice des législations nationales. C'est Ok, bien précisé. Par exemple, l'Italie a le droit de maintenir l'interdiction de la publicité à caractère politique, très clairement. Ils vont pas être obligés de l'accepter, en fait. d'accord, donc c'est davantage un socle minimum, entre guillemets. Exactement, c'est ça, c'est un socle minimum qui oblige, article 11-12, pour la transparence, de tenir des registres de transparence, d'informer le public qu'il a affaire à de la publicité à caractère politique, en l'entrecoupant par un spot, par un écran noir, ou en tout cas pour bien montrer qu'on n'est pas dans le cadre d'un programme, que ce soit bien marqué qui paye, pour qui c'est destiné,
pendant combien de temps va durer la diffusion de ce spot, à quelle campagne par exemple il est destiné. Tout ça doit être archivé pendant 7 ans et être tenu sur un registre avec, par exemple, via un QR code, comme vous le voyez par exemple, je sais pas, sur votre télé, c'est un type de spot de publicité à caractère politique. Vous pouvez le scanner, vous arrivez directement sur un répertoire de l'éditeur, typique chaîne de télé ou site internet, qui va vous dire voilà, et là, vous avez tout un tas d'informations, combien ça a été payé, tout, donc il y a tout un tas d'obligations de transparence. Et vous avez ensuite les articles 18 et 19 qui sont sur le ciblage et qui posent des conditions au ciblage, notamment l'interdiction du ciblage pour les mineurs, l'interdiction du ciblage sur des données sensibles, l'interdiction du ciblage non consenti. Enfin, il y a tout un tas de garanties qui sont mises en place par le règlement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a encore une toute dernière question? Je pense pas. Merci Monsieur Giry Je vous en de prie, je nous vous en avoir prie. éclairé sur ce sujet. Merci à toi Loane aussi pour ton vif intérêt pour le sujet. Et merci à tous et toutes d'avoir assisté à cette conférence vraiment très intéressante. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir, Bonne merci. soirée. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Alors il faut couper l'enregistrement ou c'est bon? Non, c'est toi Camille qui en... Ouais, je vais faire tous les gens qui sont connectés et qui